Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu ce matin la une de Ouest France. Pourquoi pleut-il autant? Vous l'avez vu ou pas? Eh ben voilà. Pourquoi pleut-il autant? Tout ça pour vous dire que, évidemment, le changement climatique, c'est plus juste une dystopie, c'est plus du tout de la science-fiction. Aujourd'hui encore, un peu plus au sud, en France, il y a des territoires en vigilance rouge sur des crues. Les catastrophes naturelles se multiplient et pourtant, malgré tout, une partie de nous est rétif au changement, peut-être parce qu'on se dit, peut-être au fond que la technologie nous sauvera, peut-être parce qu'on n'est pas complètement prête à lâcher notre confort. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours? Est-ce qu'il faudra construire des futurs désirables? Comment ça marche? Est-ce que le droit peut nous y contraindre? Pour en parler, je vous demande d'accueillir Sabrina Robert et Hélène Jalin, s'il vous plaît. Bienvenue à toutes les deux. Sabrina Robert, professeure de droit international à Nantes Université, membre du laboratoire droit et changement social de Nantes Université. Hélène Jalin, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, chercheuse au laboratoire de psychologie des Pays de Loire de Nantes Université. Peut-être commencer par une question. Pourquoi on ne veut pas changer ? Est-ce que c'est notre cerveau? Est-ce qu'on n'a juste pas envie? Est-ce qu'on a la flemme? Est-ce qu'on a peur de perdre? Peut-être Hélène? Un peu de tout ça. Évidemment, on n'a pas envie de changer. On n'est pas calibrés, nous les humains, pour changer facilement parce que tout changement, c'est beaucoup de jus de cerveau, c'est beaucoup d'énergie cognitive. Et en fait, le cerveau, c'est énormément d'énergie au quotidien. C'est plus que 20% de notre consommation énergétique, donc c'est plus que le cœur, en fait. Et donc, tout changement nécessite du temps de cerveau. Je ne sais pas, ceux d'entre vous qui sont peut-être passés de la voiture au vélo, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Il a fallu réfléchir à quel vélo, quel équipement, quel trajet, etc. Et en fait, si on fait ça pour tout, ça devient trop compliqué. Donc on a tendance à se rassurer, à rester dans des routines qui sont plus faciles à vivre, plus confortables. Et ça nous rassure beaucoup de rester dans ces routines-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup de nos comportements qui touchent aussi à notre identité. Je donne toujours l'exemple du gigot le dimanche midi chez la grand-mère. Finalement, si on nous demande d'arrêter de manger de la viande, qu'est-ce qu'il advient de cette tradition qui aussi nous fonde culturellement, familialement? Et si on est le seul dans la famille à renoncer à ce gigot du dimanche midi, peut-être qu'il va y avoir une petite forme de rejet aussi. Donc il y a une grande partie des changements qui sont culturels et identitaire. Et puis une troisième raison, c'est qu'on change aussi beaucoup en fonction des autres. On a toujours un groupe social auquel on s'assimile. Et si on est le seul à faire ce changement dans ce groupe social, eh bien, on va avoir tendance à être rejeté. Certains d'entre vous qui sont passés peut-être au végétarisme ont reçu un certain nombre de commentaires de leur groupe social, de leur famille, etc. C'est pas si simple. Et donc il faut qu'il y ait des éclaireurs, des personnes qui vont aller se lancer en premier dans le changement et qui vont assumer les critiques pour aller entraîner ensuite d'autres personnes derrière. Ça, c'est la dimension psychologique. Mais alors là, je me tourne vers vous, Sabrina. Qu'est-ce que le droit vient faire là-dedans ? C'est une bonne question. Je vais quand même essayer d'apporter des éléments de réponse. En tout cas, par rapport à cette première question, pourquoi il est si difficile de s'adapter? Le droit, c'est un formidable outil pour avancer, pour transformer les sociétés, mais c'est aussi un outil qui peut nous figer, qui peut mettre un certain nombre de verrous aux transformations qui sont nécessaires à la société, aux relations entre les personnes, aux activités économiques, etc. Donc, ça peut être à la fois un levier, c'est un levier pour pouvoir mettre en place de nouveaux dispositifs de protection du climat et de déploiement de nos libertés dans ce nouveau contexte. Mais il y a aussi un certain nombre de verrous juridiques qu'il faut réussir à lever, à ouvrir. Et on est toujours en train de proposer de nouvelles choses et puis d'essayer de démontrer que ce qui existe n'est pas immuable, en fait. Oui, mais alors là, vous avez utilisé un mot qui est liberté. Et alors, je ne sais pas, je vais me tourner vers la salle. De toute façon, je vais descendre puisque c'est vous qui allez donner le là de cette conférence. Moi, quand on me dit... Enfin, moi, c'est un moi que j'extrapole. Quand on nous dit « il va falloir arrêter de manger de la viande »,
va falloir arrêter de prendre la voiture, faut pas prendre l'avion, je vois pas où est la liberté. Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose d'une friction à cet endroit-là? Maintenant, je réponds. J'ai 3 heures, c'est ça? Non, vous n'avez pas 3 heures, mais il faut y voir de la liberté, selon vous. Bien sûr. Alors, de point de vue juridique, hein, on a en effet un certain nombre de libertés qui sont des libertés fondamentales, qui sont protégées par les normes les plus hautes dans la hiérarchie des normes et qui nous caractérisent en tant qu'être social. Et puis, il y a ce qu'on peut ressentir comme des libertés, mon droit de voyager, mon droit de manger mon gigot chez ma grand-mère tous les midis, mais qui ne sont pas des libertés, qui sont des possibilités, qui sont des options, qui sont des modes de consommation accessibles à certains, mais qui sont autant de pertes de chance d'accéder à d'autres types de libertés pour d'autres, le droit à un environnement sain, ou tout simplement le droit de rester chez soi, je pense, face aux désastres les plus grands du réchauffement climatique, la disparition de certaines îles, de certains territoires qui poussent des populations à partir de chez elles. Donc, nos libertés, celles qui sont juridiquement protégées, elles doivent... la liberté, la notion de liberté, c'est un bien commun, en fait, qu'on partage tous, puisqu'on ne peut que les déployer sur la planète, on vit sur la même planète. Donc, il faut avoir cette dimension-là. C'est l'idée de ma liberté s'arrête là où, du coup, commence celle des autres. Mais est-ce qu'on peut rallumer la salle? Parce qu'on va faire un petit sondage. On disait à l'instant, Hélène nous disait, bah oui, le gigot le dimanche, le passage au vélo, arrêter de prendre l'avion. Qui a arrêté de prendre l'avion? Ah, quand même. Qui est passé au vélo? Ah, mais c'est normal, c'est Nantes. Évidemment, la question. Qui ne mange plus de viande? Ah, quand même, hein? Eh bien, vous savez quoi? Je descends. Je descends parce que moi, je veux vous entendre. Alors, qui ne mange plus de viande? Je repose. Hop, j'arrive. Bonjour. Hop. Il y avait la madame, mais il y avait madame aussi. Vous mangez plus de viande, c'est ça? Ah, vous mangez un peu de viande quand même. Vous êtes flexitarienne. Ah oui, mais là, c'est un très gros effort, nous dit madame. Eh ben oui, quand les gens veulent continuer à manger de la viande. Mais venez là. Ben si, mais écoutez, faut qu'on vous entende. Ben alors, j'arrive. Vous êtes un peu loin, mais on va se débrouiller. Quand est-ce que vous avez arrêté de manger de la viande? C'est pareil, vous êtes flexitarienne un peu. En fait, en fait, la perte, elle est difficile, hein. Mais vous faites attention. Où vous allez la chercher où? Directement au producteur. C'est ça, du coup, l'enjeu pour vous, c'est OK, je baisse ma consommation, mais j'achète mieux, j'achète moins. J'achète responsable. Pourquoi vous avez pris cette décision? Pour la qualité. Pour le producteur, ouais, pour avoir un lien direct. Pour être en adéquation peut-être avec des valeurs. Valoriser le producteur. Et ça vous a coûté ou pas d'arrêter ou de baisser? Ouais. Vos copains, ils vous ont pas dit non? Bon, on continue. Qui a arrêté l'avion? Ah, oh bah, toi, t'as arrêté l'avion? Tu prenais l'avion beaucoup ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'as genre 8 ans, 10 ans? T'as pris tant que ça l'avion? Non? Mais vous avez arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Pour des questions écologiques. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça? Votre intérêt pour l'environnement. Et ça n'a pas été une perte pour vous? Vous n'avez pas senti à un moment que vous lâchiez quelque chose? Que c'était un sacrifice? Non? Non. Qui ici a eu le sentiment de sacrifier quelque chose au nom de valeurs écologistes? Ah, bonjour monsieur. Ouais, sur l'avion.
Le voyage, c'est magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un micro qu'on pourrait faire passer comme ça? Je ne vais pas me répéter. Top, super, génial. Merci beaucoup, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Mais on va vous entendre, c'est trop bien. Mais non, mais Alors, du coup, le voyage, c'est quelque chose de magnifique. On peut découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, etc. Donc oui, je pense que c'est avec le peu de temps qu'on a, notamment quand on travaille, on n'a pas un temps illimité. C'est plus compliqué de voyager rapidement pour découvrir des cultures dans le monde entier. Et je dirais par contre, on voyage différemment, on prend plus le temps des choses, on prend plus le temps de découvrir. Donc effectivement, oui, il y a un sacrifice, mais on voyage différemment. et c'est quoi votre dernier voyage différent? Bon, je ne suis pas parti très loin, mais avec ma conjointe, on a fait le tour de la Vendée à vélo. Bon, Aventure. pas très dépaysant. Mais depuis le Covid, on a découvert le slow tourism, souvenez-vous. Donc c'est ça, la Vendée en vélo. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose? Ouais, peut-être perdu la possibilité d'aller plus loin, peut-être, Mhm. le moment. Qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être Hélène, ce qu'on vient d'entendre? Ce sentiment peut-être de perte d'un côté, mais de gagner de l'autre. Finalement, on est dans quelque chose d'assez ambivalent. En général, les personnes comme monsieur peut-être, qui font ce genre de sacrifice, parce que j'entends moi que sacrifier, en tout cas des voyages loin, la Vendée c'est chouette, mais c'est pas la Nouvelle-Zélande, on est d'accord. Quoique, avec un peu d'imagination. Par temps de tempête peut-être. En général, sont portés par des valeurs fortes et aussi des émotions fortes, ce qu'on appelle maintenant les éco-émotions. Donc, c'est vraiment cette peur pour l'avenir, cette peur de transmettre à leurs enfants un monde. Et puis, cette volonté peut-être de montrer l'exemple pour que d'autres suivent. Mais il y a aussi ce côté souvent injustice perçue de moi, je fais des efforts, les autres n'en font pas. Et si moi, je veux aller en Italie, par exemple, je vais prendre 24 heures de train alors que les autres me suivent. Et voilà, ce côté qui est quand même très difficile et du coup qui n'est pas soutenable pour beaucoup de gens. Et il faut vraiment une force, je trouve, une espèce de courage pour faire ça, parce qu'on n'est pas du tout encouragé en plus par les pouvoirs publics à l'heure actuelle. C'est toujours la peine qui est infligée à celui qui est le plus écolo, quoi. Mmh. Mais Sabrina, peut-être quand vous disiez que le droit peut créer des leviers, il peut changer les choses, est-ce que typiquement sur cette question des usages, des voyages, de la viande ou autre, on pourrait imaginer que le droit nous oblige? Oui, on peut l'imaginer. Alors, est-ce qu'on peut, on peut y parvenir? C'est moins sûr. Mais sur la question de l'avion, par exemple, en 2021, il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour limiter, enfin, en tout cas, pour mettre le droit de prendre l'avion sous quota carbone. Et d'un point de vue juridique, c'est tout à fait possible, étant entendu que le droit de prendre l'avion, enfin le fait de prendre l'avion, le fait de voyager en avion n'est pas une liberté fondamentale, n'est pas protégée par le droit. Après, évidemment, ça peut altérer d'autres droits. Alors, je prends l'hypothèse peut-être la plus provocatrice. Hein. Si parmi vous, il y a un propriétaire de jet privé, peut-être qu'il va se dire... Qu'il se dénonce. C'est une atteinte à mon droit de propriété. Peut-être que certains d'entre vous vivez très loin de votre famille, que vous êtes des expatriés ou que vous avez envie de vous expatrier. Et dans ce cas-là, limiter les voyages en avion, ça limiterait le droit à la vie privée et familiale, qui, lui, est un droit extrêmement, très fortement protégé. Donc, évidemment, ce type de mesure, on peut tout à fait l'envisager, mais... voilà, c'est pas tout ou rien, je crois. Il faut, dans ce type de mesure, avoir une dimension de justice sociale et considérer, voilà, toutes les atteintes, toutes les différentes situations qui pourraient être affectées. Et faire une mise en balance, en fait, entre ces libertés et puis, fondamentalement, qu'est-ce que l'on veut protéger
avec ce type de mesure, c'est une autre liberté, c'est la liberté de vivre dans un environnement sain, équilibré, et donc qui est aussi extrêmement, extrêmement précieux, même si on ne s'en rend pas compte immédiatement, mais en continuant toutes ces activités qui sont extrêmement polluantes, on porte aussi atteinte à cette liberté, à notre liberté. Qui estime que nos activités individuelles sont responsables, pour tout ou partie, de l'état de la planète? Bah oui, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est monsieur, parce qu'il n'a pas levé la main. Vous croyez quoi? Si, effectivement, toutes nos activités ont un impact, donc on pollue, on consomme forcément d'une façon ou d'une autre. Et vous estimez que c'est plutôt les individus qui ont un impact ou c'est plus large? C'est tout le monde, c'est plus large, c'est tout le monde. Et vous seriez prêt à lâcher quoi, vous? Vous avez lâché votre voiture? Non, non. Non, mais effectivement, c'est difficile de lâcher, c'est clair qu'on essaie de faire comme les dames pour la viande, on limite, on essaie de faire attention quand on a les alternatives, mais c'est difficile de tout lâcher. Vous êtes citadin, à Nantes, effectivement, on fait du vélo. Mais bon, si je veux sortir voir ma famille à l'extérieur de Nantes, j'ai besoin de ma voiture. Imaginez ceux qui vivent en Vendée. Les pauvres. Pourquoi je vous taquine comme ça? C'est que, est-ce que c'est pas un peu facile, peut-être Hélène, de faire reposer la responsabilité en fait de ces changements, de ces nouveaux imaginaires qu'il faut construire sur les individus que nous sommes? Certes, il faut qu'on change des choses, il faut qu'on arrête de prendre sa voiture pour effectivement faire 2 km, 3 km, même 10. Ne pas prendre l'avion pour aller faire des city breaks à Milan pour aller voir, je sais pas, du ski par exemple en ce moment. Manger moins de viande, regarder peut-être manger moins d'avocats. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu facile quand par ailleurs on a des grosses entreprises, des gens qui ont des jets privés, peut-être que vous avez déjà vu ce compte Twitter ou Instagram là, qui suit l'avion de Bernard Arnault? C'est incroyable. Est-ce que c'est pas un peu facile du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de distorsion de responsabilité? Si, non seulement c'est assez injuste parce que même si on change tous individuellement nos gestes, ça sera, je crois que c'est que 20%, ou je sais plus, enfin j'ai pas les chiffres, mais ça fera qu'une partie des efforts nécessaires, qui est vraiment pas du tout la majorité des efforts nécessaires. Deuxièmement, comme on responsabilise les humains, eh bien, ça peut créer des effets de culpabilité. Et la culpabilité en psychologie, c'est quelque chose qui va être souvent très générateur de réactions de défense. Donc on va se justifier tout le temps et puis on va aussi développer des réactions de déni par rapport à la situation parce qu'on ne supporte pas cette culpabilisation. Ça peut aussi créer des faits, on peut observer l'autre et puis on se dit moi je bougerai seulement si l'autre il bouge, mais finalement je pense qu'il ne va pas bouger, donc je ne vais pas bouger. Ça peut aussi avoir pour effet de rendre la situation incontrôlable parce que si ça nécessite que moi je bouge et que tout le monde bouge autour de moi, par la seule volonté de bouger, en fait, on peut avoir l'impression que personne ne va bouger et la situation nous paraît de plus en plus incontrôlable et on a encore une fois l'intérêt de se réfugier dans des réactions de déni. Donc en fait, c'est à la fois injuste et à la fois contre-productif, effectivement. Mais comment est-ce qu'on peut faire d'un point de vue du droit? Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'une transition juste, équitable. Ça, pour le coup, le droit peut faire. Oui. Il peut faire, il essaie. Il essaie en effet, mais ce sont des mesures qui doivent être mises en place à toutes les échelles pour lutter contre le réchauffement climatique de manière juste et équitable. Donc c'est au niveau du comportement des individus, au niveau du comportement des entreprises, au niveau du comportement des États, des engagements des États, avec à chacune de ces strates une dimension de solidarité et une dimension de justice. Et ces mesures, elles existent, elles sont mises en place, mais à un rythme beaucoup trop lent. Elles sont aussi contestées, remises en question. Donc, le droit peut
dans l'absolu, hein, faire tout, mais derrière, s'il manque une volonté politique, c'est vrai que c'est difficile de le rendre effectif, ce droit. Il y a peut-être aussi la possibilité, par le droit, de construire des formes de contre-pouvoir. Ici, on est sur la Loire. Il y a eu, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2021, une initiative qui a été lancée d'un Parlement de la Loire pour faire en sorte de doter les fleuves d'une personnalité juridique, des gens qui représentent, par exemple, les fleuves. Certains achètent des forêts, se mettent à protéger des arbres. Peut-être que ici, quelqu'un est propriétaire d'une forêt? Non? Si? Si. Il y a quelqu'un là qui fait des... Bah oui, je vois une main. Je rêve. Vous êtes propriétaire d'une forêt? Une toute petite forêt qui fait 1 mètre carré. C'est un jardin? En Écosse. Et pourquoi vous avez fait ça? Pour éviter qu'il y ait des investissements immobiliers sur tout ce terrain. Donc on est, je ne sais pas combien, 1500, je ne sais pas, propriétaires d'un bout de terrain pour éviter qu'il y ait des investissements immobiliers. Et ça, comment c'est arrivé chez vous? C'est incroyable. Par mon papa, qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Parce qu'il sait à quel point je suis sensible à tout ça. Et alors, vous avez été voir cette forêt, votre mètre carré? Pas encore. Mon mari, oui, avec ses amis. Parce que lui aussi s'est acheté un bout de terrain, pour le coup. Donc, il a eu l'opportunité d'y aller, mais moi, pas encore. Parce que j'ai pas pris l'avion. Ah ouais, l'Écosse en barque, c'est un peu long. En vélo aussi. Mais pourquoi ça vous semblait important, cette idée de protéger? Vous estimez qu'en fait, aujourd'hui, les politiques ne sont pas capables de protéger et qu'il faut qu'on s'engage? Oula, je ne sais pas si je vais me prononcer sur cette question, mais en tout cas, j'ai à cœur de moi-même essayer de faire des choses. Voilà. Et je me dis, si les politiques le font, c'est super, mais si moi, à titre individuel, je peux contribuer, tant mieux. Et vous avez fait quoi d'autre, par exemple? Oh là là. J'ai limité, je ne suis pas devenue complètement végétarienne. Après, je fais des gestes du quotidien que tout le monde, que beaucoup de personnes font aujourd'hui, hein, forcément. Mais sur tout ce qui est tri, tout ce qui est zéro déchet, j'essaye au maximum. J'avais assisté à une conférence en 2016 de Bea Johnson, qui était une des pionnières sur le zéro déchet. Voilà. Et est-ce que vous êtes éco-anxieuse? Ça dépend des jours. En ce moment, avec toute la pluie qui tombe, un peu. Et ça se matérialise comment? Je vais regarder justement tous les jours la météo, le nombre de millimètres qui tombent près de chez moi pour savoir si ma maison va finir sous l'eau. Voilà, ça peut effectivement. Non, j'ai la chance d'être dans un endroit qui est préservé. Mais c'est vrai qu'autour de moi, il y a quand même pas mal de maisons qui peuvent être impactées. Donc je regarde. Voilà. Waouh, merci. C'est quoi votre prénom? Anaïs. Anaïs. Bravo Anaïs, on va tous et toutes acheter une forêt. Sabrina, est-ce que ça peut être un levier? D'acheter une forêt. D'acheter une forêt, de donner des personnalités juridiques aux arbres, à la Loire, de faire des vivants non humains, des personnes. Ouais, en tout cas, c'est un mouvement, c'est ce qu'on appelle le mouvement des droits de la nature, qui est déjà ancien, mais qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Et ça me permet de faire le lien avec la forêt, avec l'arbre, puisque la toute première fois que dans un pays occidental, la proposition est faite par un juriste qui interroge en tout cas la possibilité de donner des droits à un arbre. C'est en 1972 et c'est Christopher Stone qui part en guerre contre Disney, qui veut abattre une forêt de séquoia pour y construire un complexe récréatif. Et donc il va écrire un papier. Est-ce que les arbres devraient pouvoir avoir le droit de plaider? Et ça va avoir une très très grande influence. Et
c'est un mouvement qui est très intéressant, qui se nourrit de très nombreuses influences, qui se construit sur du droit bien évidemment, mais aussi sur de l'anthropologie, etc. Et qui permet en effet de redéfinir, de porter, de construire juridiquement un nouvel imaginaire sur le lien entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, c'est une représentation que l'on a héritée depuis très longtemps. L'homme est en dehors de la nature et le droit s'est construit sur cette représentation. Le droit de l'environnement, c'est un droit qui est extrêmement anthropocentré. Et cette reconnaissance des droits de la nature, ça permet vraiment d'essayer de recréer du lien et de forcer chacun à considérer autrement la Loire, l'arbre, etc. Donc ça peut vraiment avoir une dimension performative assez intéressante. C'est quoi une dimension performative ? La dimension performative, c'est vraiment le droit qui va écrire une fiction, parce que le droit est fait de plein de fictions. Donc, on va poser une règle qui n'existe pas, qui est fausse. Par exemple, en 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est faux. Mais ça va être conducteur, ça va vraiment façonner la société, ça va être structurant. Et alors je ne dis pas qu'aujourd'hui tous les hommes sont égaux, tous les hommes et les femmes, puisqu'en 1789 la femme était de toute façon exclue, mais en tout cas ça a quand même porté la démocratie, ça a porté les droits de l'homme. Et donc ce mouvement des droits de la nature est aussi conçu comme une autre manière de faire récit du lien entre l'homme et la nature pour recomposer quelque chose de plus harmonieux et de plus respectueux. Donc finalement, on peut construire de nouveaux imaginaires par le droit en se disant, comme en 1972, et tiens, si on donnait une personnalité juridique à un arbre, on est dans des formes de science-fiction et finalement, 50 ans, 60 ans plus tard, nous y sommes, quoi. Mais peut-être... Hélène, si on tire ce fil, Anaïs nous disait, moi c'est ma manière de me dire que je participe. Et on a entendu cette part d'éco-anxiété, ces éco-émotions dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être qui ici estime qu'il est éco-anxieux ? Ah, vous êtes quelques-uns quand même. Hein. Bonjour. Vous êtes Cécile. Comment ça arrive ? Alors, comment ça arrive, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là. C'est des fois le ventre qui se serre. Ou, par exemple, j'ai arrêté de regarder les infos parce que vraiment, ça me créait du stress tous les jours. Donc, je m'informe autrement, par exemple, via des médias comme Reporters ouverts, en tout cas des médias indépendants. Mais la télé, c'était trop stressant. Et qu'est-ce qui vous stresse ? C'est quoi ? C'est l'avenir, c'est de me dire est-ce que je vais pouvoir faire des enfants dans un monde comme ça ? Avec le climat, c'est aussi la montée du fascisme. En fait, c'est pas que l'écologie. Ouais. Tout ça, c'est aussi l'imaginaire d'un monde presque proto-fasciste, une espèce de dynamique d'écroulement, je ne sais pas. Je crois que vous aviez levé la main. Bonjour. Bonjour. Vous, ça se manifeste comment ? De l'anxiété en général. À chaque fois que je regarde les infos, le fascisme, tout ça, c'est pas cool. Voilà. Mais ouais. Et c'est quelque chose qui est lié pas spécifiquement à l'écologie, du coup c'est une éco-anxiété, c'est une anxiété plus large que strictement les questions environnementales. Au début c'était surtout environnemental, mais maintenant depuis quelques années, ça est devenu aussi avec ça le fascisme qui devient de plus en plus présent, hélas. Donc c'est devenu un mélange assez informe de choses qui me rend anxieux. Et comment vous luttez contre ça ? Juste vous éteignez la télé ? Je n'essaye pas de lutter spécialement, je vis avec. Et vous y arrivez ? On fait avec.
Non, mais c'est évidemment pas simple. Comment on répond à ça? En fait, en psychologie, la particularité de l'éco-anxiété, c'est que pour la première fois, c'est une forme d'anxiété qui est rationnelle. D'habitude, on a l'habitude de traiter des anxiétés qui sont irrationnelles. Enfin, les phobies des araignées sous nos latitudes, c'est irrationnel. Mais là, c'est une anxiété qui est rationnelle, donc c'est très particulier. On est quand même en train de détruire collectivement notre propre habitat. C'est assez vertigineux, en fait. Je pense que l'éco-anxiété, c'est quand même une manifestation qui est assez logique. Et de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est soit le fait de personnes qui sont à la base anxieuses, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et la plupart des gens qui sont éco-anxieux sont quand même des gens qui ont la capacité psychique d'encaisser la réalité actuelle, ce qui n'est pas le cas de plein de monde, hein, parce qu'on a plus d'un tiers de climato-sceptiques ou de gens qui nient la réalité, la responsabilité humaine. On a tout un tas de ventres mous qui sont un peu dans une forme d'indifférence protectrice, et on a ces éco-anxieux, 2 millions de personnes en France selon une étude récente de l'ADEME, donc on est de plus en plus nombreux, et moi j'ai tendance à dire que tant mieux, parce que c'est les émotions qui nous amènent à passer à l'action, c'est même leur rôle d'émotion. Ça veut dire que finalement il faut apprendre à accueillir cette anxiété, parce que ça va devenir le moteur d'une colère, ça va devenir le moteur de la transformation. Oui, et le gros problème, la plupart des personnes qui ont des problèmes assez lourds avec l'éco-anxiété sont des gens qui sont isolés dans leur milieu de vie, qui sont incompris par leurs proches, qui ont l'impression de se battre tout seuls. Et ça, c'est la plus difficile des choses à vivre, parce que c'est les proches qui, jusqu'à présent, nous apportaient du réconfort. Et là, sur ce sujet-là, ils sont plutôt du côté d'ennemis, presque. Et en fait, les personnes éco-anxieuses, en général, manquent de lieux pour exprimer leurs émotions. Et c'est là où une association comme le RAFU que je représente, par exemple, va offrir des lieux d'expression des émotions. On parle aussi de deuil privé de droit. C'est comme si on ne pouvait pas exprimer notre tristesse, notre inquiétude, etc. Parce qu'en fait, on a peur de stresser les autres et on ne sait pas à qui on peut en parler, etc. Parce que c'est pas encore reconnu? Parce que c'est quoi? On nous renvoie que c'est une maladie de petits occidentaux bien nés. Enfin, c'est quoi en fait? Pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire? Ou pourquoi on nous renvoie le fait que c'est pas légitime? Moi, j'ai une vision peut-être assez caricaturale des choses, mais je pense que c'est à force de côtoyer des gens et de les interroger sur cette question-là, c'est qu'on est soit dans le déni pur et simple du problème, soit on est dans le déni émotionnel du problème, c'est-à-dire qu'on va l'admettre intellectuellement, mais ça ne va pas percoler dans les émotions, soit on est éco-anxieux. Et après, on a des formes d'éco-anxiété qui sont plutôt chronicisées, parce qu'on a une grosse partie des gens qui sont devenus éco-anxieux avec une espèce de claque autour des années 2017-2018 et qui sont rentrés dans des formes d'éco-anxiété un peu plus chronisées maintenant, qui ne sont pas forcément plus faciles à vivre, mais qui vont peut-être osciller. Une élection de Trump, ça flambe, et puis l'hiver arrive et on y pense moins, et voilà. Et puis là, il y a Ice, et là, ça dégringole. Et maintenant, on parle d'actu-anxiété. C'est encore... d'accord, c'est une nouvelle émotion. Ça inclut pas mal de choses, ouais. Et puis, ouais. C'est compliqué d'ailleurs de faire la revue de presse le matin. M'en parlez pas. je suis éco-anxieuse entre 2h15 et 9h tous les jours. Voilà. Ouais, en ce moment, c'est extrêmement difficile et c'est pas très drôle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette anxiété? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il faut juste se dire que c'est un moteur de colère et donc de transformation sociale? Parce que c'est de là que naît la révolte, c'est de là que naissent aussi les actions collectives, c'est de là que naît Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, et que c'est là que naissent les soulèvements, et que finalement, ce collectif-là crée de la joie. C'est ça, en fait, il faut réussir à transformer son anxiété en quelque chose de positif. Donc, soit passer à l'action, d'ailleurs, passer à l'action. Les éco-anxieux, moi j'ai montré dans une de mes recherches qu'ils vont aller chercher des actions qui sont plus efficaces que d'autres personnes qui vont plutôt chercher à se donner bonne conscience en faisant des actions qui sont plus faciles. Les éco-anxieux vont les chercher plutôt d'activer de l'action collective. Et après, il faut aussi aller rechercher des gens qui pensent comme elles et eux, dans des collectifs, des militants, etc. Et ça va aider aussi à s'activer. En fait, il n'y a rien de pire qu'une émotion qui est bloquée, dont on ne peut rien faire. Et donc, les personnes qui sont paralysées dans leurs émotions négatives, il faut vraiment essayer de les amener à se mettre en mouvement. Qui s'est mis à militer, du coup, là, dans des collectifs? Ah, bonjour, vous avez mis une cravate?
Incroyable. Oui, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Moi, j'ai rejoint les conspirateurs positifs de l'Institut des futurs souhaitables. J'ai suivi une formation, justement, mon écolucidité plutôt qu'anxiété. Je préférais, parce qu'il n'y a pas que l'anxiété dans les émotions, il y a tout un tas d'émotions que je ressens. Et ça permet de se réunir et puis de partager nos émotions et de passer à l'action. Et une action militante, j'ai accepté de donner un cours sur les business models responsables à des étudiants en marketing digital et entrepreneuriat étudiant. Donc j'essaye de craquer par l'intérieur, leur donner quelques idées, quoi. Est-ce que ça marche? Je pense que oui, ils acceptent le cours et l'atterrissage en anthropocène. Mais pardon, mais du coup, vous leur dites quoi pour les craquer? Je leur diffuse One Home, vous connaissez? C'est l'image de la Terre vue d'ensemble. Donc c'est ce que les astronautes ressentent quand ils voient pour la première fois notre habitat, en fait, si fragile au milieu de l'univers. Et ça crée une émotion. On a envie de l'aimer, de la protéger. Et je commence le cours par ça. Et après, donc, je leur fais parler de leurs émotions. Et ensuite, je pense enchaîner avec les limites planétaires. Et ensuite, les modèles d'exemples d'entreprises qui sont passés à des modèles responsables, quoi. Et ils vous ont dit que ça les avait bougés ou pas? Leur enseignant me dit que chaque année, il faut que je revienne, quoi. Immense disquette, bravo. Et ça, c'est donc l'écolucidité, et c'est le collectif des futurs souhaitables, c'est ça? Les conspirateurs positifs, j'adore. Le conspirationnisme positif, voilà une manière de répondre à Trump. Mais est-ce que ça, il y a quelque chose de très joyeux, il y a quelque chose d'un détournement, et je le disais, il y a beaucoup de joie à être dans le collectif. Il y a aussi, et on l'a vu là avec, comment il s'appelle ce film sur la forêt des Vosges là? Le Chant des forêts. Le Chant des forêts qui fait un carton. Vous l'avez vu? Bah oui, madame, elle dit bah oui, évidemment. Ça dit quelque chose en fait de peut-être cette forme d'éco-lucidité dans laquelle on est. Il manque peut-être juste le passage à l'acte, et on se rend peut-être pas compte qu'on est nombreux, qu'on est une armée, et peut-être que le droit est en train de nous embarquer. Enfin, l'écosystème qu'on est en train de créer, en fait, peut faire la différence. On n'est pas condamné au fascisme. Dites-nous que ça va marcher. On en a besoin. Alors, oui, ça va marcher. Surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il existe et que les règles qui permettent de protéger notre environnement, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, elles existent. Et donc, en fait, il faut aussi résister au détricotage de ces réglementations auxquelles on assiste aujourd'hui au niveau français. Je peux glisser la loi du plomb au niveau européen. Et donc, en fait, évidemment, il faut renforcer tout ça, mais il faut aussi résister pour protéger nos acquis environnementaux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les procès climatiques, l'affaire du siècle, dont on a tous entendu parler, et d'autres affaires. À Notre-Dame-des-Landes, il y avait de la réglementation sur les zones humides protégées, vulnérables, qui n'étaient pas du tout respectées. Ce que j'entends, c'est que cette démocratie environnementale, elle est à portée de main, qu'on n'a peut-être pas conscience de la puissance qu'on a, peut-être pas conscience de notre capacité à résister à ce qu'on nous martèle comme étant, c'est la phrase de Thatcher, « There is no alternative ». En fait, il y en a toujours, mais peut-être que c'est là l'enjeu, Hélène, c'est de réussir à sortir de cet état de sidération en disant si, les alternatives existent. Et tout le monde a intérêt finalement à ce qu'on soit sidéré et que personne ne bouge. Mais en fait, on bouge. Enfin, je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui bougent ici. Mais ici, c'est Nantes. C'est vrai. On entend plus un arbre qui tombe qu'une forêt qui pousse. Et j'aime beaucoup cette citation. Moi, j'ai l'impression que le changement identitaire, il est en train de s'opérer. C'est un changement identitaire dans tous les pays occidentaux, en tout cas, et que c'est pour ça que ça crée de la résistance. Et on a de la peur, et ça crée des fascismes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer de l'ordre de la crise ultime,
mais ça peut advenir sur quelque chose de beau, et tous ceux qui résistent doivent effectivement le faire avec joie, parce que, à mon avis, c'est la clé du succès, en plus du fait de se faire du bien entre militants et entre gens qui agissent. Donc, Oui, parce qu'il faut le dire, vous, c'est joyeux, c'est la fête, tout le temps. moi, On milite, oui. moi, je suis Enfin, psychologue, je ne peux pas être joyeuse tout le temps. Mais Cette phrase est incroyable. Mais pour ceux et celles qui ont le choix et qui militent, ils se rendront très vite compte que c'est très joyeux et que tout ceci est absolument cathartique, j'imagine. C'est quand même ça qu'il faut dire. ouais. Moi, j'étais dans les cortèges de Sainte-Soline, et je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement joyeux avant qu'on s'en prenne plein la figure. Donc, en fait, il y a beaucoup de joie. Bon, je ne sais pas si ça va vous motiver pour y aller, mais il y a quand même beaucoup de joie dans les milieux militants. Donc, allez-y si ça vous fera du bien. Voilà, dans les milieux militants, il y a de la joie, il y a de la fête. Merci en tout cas. Et il y a des nouveaux imaginaires. Et c'est les écolucides et le futur qu'on désire. Merci à toutes les deux. Sabrina Robert, Hélène Jalin, s'il vous plaît. Merci.